Docteur Guibera. Donc Nathalie Benjamin est une de mes collègues, puisqu'elle est praticienne de cette méthode à Nantes, enfin à Couéron. Et moi donc j'exerce cette méthode depuis 20 ans maintenant. J'ai commencé en Italie, je suis en France et je vais en Allemagne aussi. Et je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible. Alors ce que je vous propose, c'est que je vous raconte ce que j'ai à vous raconter, puis vous notez les questions, on les posera après, surtout peut-être sur des graphiques, vous voudriez d'autres explications ou sur des chapitres en particulier. Voilà, alors je vous présente donc la méthode AIT du docteur Guibera, Auditory Integration Training, l'entraînement à l'intégration auditive. Dans son livre Audition égale comportement, qui a été traduit en différentes langues et écrit en 82, à partir de l'étude de 8000 patients avec des problèmes auditifs, le docteur Bérard, qui était un otorhinolaryngologiste, explique comment le comportement de l'homme est en grande partie conditionné par sa façon d'entendre. Et il présente sa méthode qui a pour but de rééquilibrer, de renforcer et de stimuler le système auditif à travers une série de séances d'écoute de musique modulée par l'ear educator. Ça, c'est l'appareil qu'il a donc mis au point. La conséquence de cette rééducation sera l'amélioration de l'écoute, du langage et du comportement. Cette méthode est connue sous le sigle AIT, Auditory Integration Training. Ça va comme rythme? Je ne vais pas trop vite ou... Alors, l'évaluation de l'audition d'une personne selon la méthode Bérard s'obtient à travers une série de tests qui font le point sur les déficits quantitatifs, mais surtout sur les déficits qualitatifs de l'audition. Donc, à cause de la pollution acoustique ou peut-être simplement du vieillissement, certaines personnes entendent peu. Il s'agit là d'un déficit quantitatif qui sera révélé par un test d'écoute ou audiogramme. Voilà. Donc ça, c'est le graphique un peu universel, hein, qu'on utilise, que tous les otorhinos utilisent pour faire un test. Alors, on a des chiffres ici qui représentent les différents sons, les différentes fréquences. Oh, excusez-moi. Je retourne en arrière. Voilà. Il faut que je fasse attention, donc, la petite flèche. Donc, je vous disais, en haut, les chiffres représentent les différentes fréquences. J'ai pas mis ma petite flèche. Voilà. Ok. Et pourquoi de 125 à 8000? Vous voyez peut-être pas très bien les chiffres, parce qu'en fait, on entend en deçà et au-delà de ça. Parce qu'en fait, on mesure dans ces tests la bande de la fréquence de la voix humaine, de la vie quotidienne, mais surtout de la fréquence de la voix humaine. C'est pour ça qu'on ne teste pas toutes les fréquences qu'il y a. D'abord, on n'en sortirait pas, et puis c'est vraiment universel ce choix. Et à gauche, on a d'autres chiffres qui représentent l'intensité de 10, moins 10 en fait. Voilà, moins 10, 0, qui est l'audition normale, considérée comme le niveau normal, et puis plus on va en bas, pas très pratique ma flèche là, je la vois plus là, voilà. Plus on descend, plus on arrive sur des chiffres élevés, et donc plus la courbe auditive, décidément ça va pas trop
c'est-à-dire le tracé qu'on va trouver, où est-ce que la personne entend? Elle l'entend à ce niveau-là, cette fréquence, ou elle l'entend à ce niveau-là? Et celle-ci, elle l'entendra à ce niveau-là ou à ce niveau-là? On arrive à donc avoir une courbe. Ici, on voit un trait droit. Ça n'existe jamais. Des auditions comme ça, tout droit, ça n'existe pas. Mais je voulais vous montrer, imaginons une audition parfaite. Alors, ça serait ça. En fait, les gens entendent plus comme le tracé qui est ici, avec, pour une même fréquence, ils entendent une même intensité, ils entendent des fréquences à des niveaux différents. Et alors, plus la courbe est en bas, plus elle s'approche vers le 80, le 90, plus ça veut dire qu'on se trouve devant une surdité, un problème vraiment de quantité auditive. Alors, vous avez compris l'audiogramme. Donc, pour certaines de ces personnes dont je vous parlais qui ont un problème de quantité, l'AIT peut être conseillé. Voilà, quand on a les tracés comme ça, en escalier ou avec la courbe qui est à droite, qui fait une forme de cuillère, comme ça on peut faire un cycle AIT avec des chances de récupération, mais de temps en temps on trouve des courbes comme ça, c'est-à-dire qu'on voit le tracé qui descend vraiment très fort, et là il y a des pertes auditives très fortes. C'est pas que le cycle AIT lui fera du mal, mais ça va pas être, il va pas y avoir une grande récupération d'audition, donc c'est pas vraiment utile de proposer ça à quelqu'un, c'est une perte de temps et d'argent, on ne peut pas garantir là dans ces cas-là. Donc il faut vraiment faire un test pour savoir si on peut aider la personne ou pas dans ces conditions. Donc d'autres personnes entendent mal à cause de problèmes à l'oreille moyenne, par exemple, comme des otites à répétition. Donc on entend peu, on entend mal. Et là, donc, on retombe sur ce graphique que je vais présenter avant pour vous parler des distorsions. Donc les distorsions, ça c'est un problème de qualité auditive. On n'est pas du tout dans une perte auditive totale. C'est vraiment une courbe auditive comme celle de droite où il y a des hauts et des bas. Ça s'appelle des distorsions. Et ce qui veut dire vraiment que le sujet entend. On lui envoie les sons à la même intensité, mais lui, il les entend à des intensités différentes. Donc on a une courbe qui fait des hauts et des bas. Et ce problème-là crée des hyperacousies relatives. Voilà, l'hyperacousie relative, qu'est-ce que c'est? C'est quand une fréquence, que vous voyez là, la 1000, est entendue plus que la 500 et la 1005, les deux voisines, donc ça fait un pic. La conséquence de cette anomalie sera un problème d'apprentissage, de faute d'orthographe, car chaque phonème a une place bien précise sur le graphique audiométrique. La zone en bleu des consonnes sourdes, la zone en rouge des voyelles et la zone en vert des sifflantes. Alors vous voyez que sur le graphique de gauche, la personne entend à un même niveau les bleus, donc les consonnes et les sifflantes, puis il y a un trou pour les voyelles. Et puis sur le graphique de droite, ben, c'est le contraire, c'est une personne qui entend plus les voyelles que le reste. Ben, vous pouvez vous imaginer ce que ça porte comme conséquence, par exemple pour un enfant à l'école. On confond, il va confondre, par exemple, sur le graphique de droite, il va confondre le M et le N qui sont des consonnes, il pourra entendre main et il va comprendre nain. D'accord? Parce que le A et le I qui était une voyelle est perçu un peu plus fort que le M et le N, ou que les consonnes. Donc il confond le M il le prend pour un N. Et puis s'il s'agit des sifflantes, hein, la zone verte, on va lui dire par exemple foi, et puis il entendra soit, parce qu'il confondra, il n'aura pas bien perçu, parce que le O et le I, la voyelle, aura pris toute la perception. Même si c'est pas, la différence est de 5 ou 10 décibels, ce qui vous paraît peu, ça peut être énorme pour un enfant par exemple qui est à l'école, qui est assis un peu loin, et surtout un enfant qui apprend. Les adultes peuvent corriger, mais les enfants ne corrigent pas, ils sont là pour apprendre.
Alors, un autre test qu'on fait, c'est la recherche de la latéralité auditive. Si les sons émis sont perçus avec l'oreille droite, ceux-ci seront décodifiés dans l'hémisphère gauche, où se trouve le centre de la décodification de l'oreille droite et à côté le centre de la parole. Hein, vous savez qu'on a deux hémisphères qui guident la partie opposée du corps. Donc, une personne qui entend à droite, la décodification est dans l'hémisphère opposé et le son de la parole est à côté. Le son de la parole est, en général pour tout le monde, dans l'hémisphère gauche. Dans ce cas, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, cette personne, elle entendra rapidement, parce que le trajet est rapide, et puis la décodification donc sera rapide, et elle va pouvoir aussi parler rapidement, parce on contrôle notre parole avec notre audition. Donc ici, le parcours est facile. On décodifie ce qu'on dit, on parle, le circuit est fluide. D'accord? Par contre, si inversement les sons sont perçus par l'oreille gauche, le parcours du son sera beaucoup plus long jusqu'à la décodification finale et au centre de la parole. Le langage sera plus lent et Dr Bérard soutient que ça peut aller jusqu'à des formes de bégaiement. Parce que vous voyez que le son, la ligne bleue, il doit traverser les corps calleux pour aller de l'autre côté, et ensuite il y a le centre de la parole qui prendrait. Donc tout ce parcours est beaucoup plus lent. Le laps de temps entre deux syllabes est normalement est de 20 centièmes de seconde. Avec une latéralité gauche, il peut être jusqu'à 40 centièmes de seconde, sinon plus. C'est pour ça que Bérard soutient que certains bégaiements peuvent provenir d'une mauvaise latéralité auditive. Donc on fait plusieurs tests auditifs, comme je vous ai dit, et le test de la latéralité est vraiment important. On peut voir aussi, on voit souvent ça, des sons qui sont perçus alternativement à droite et à gauche selon la tonalité, selon leur tonalité. Et dans ce cas, il s'agit d'une latéralité alternée. Alors certains sons sont perçus à droite, donc rapidement, d'autres sont à gauche, donc plus lentement. Et ça porte vraiment des problèmes de fatigue à l'écoute, d'inversion de parole ou de phonème. Par exemple, la personne pourra comprendre las pour salle. Pourquoi? Parce que le L est décodifié plus vite que le S, donc en fait, quelqu'un dit salle et la personne décodifie le L plus rapidement et il comprend las. Ok? Et ça, les enfants font souvent des inversions de phonèmes. Donc c'est important d'aller vérifier cette latéralité. Il faut que la personne ait une bonne latéralité pour pouvoir avoir une rapide décodification, donc un langage aussi fluide. Donc il peut comprendre aussi nul pour l'une, parce que elle inversé avec elle. Il est très difficile d'émettre un son qu'on ne contrôle pas. Un autre test qu'on doit faire, c'était le test de la recherche de la sélectivité. Alors la sélectivité, elle est anormale quand le sujet perçoit des tonalités graves comme si c'était des aigus, ou vice-versa. Et en conséquence, il y aura un problème dans le domaine musical et de la reproduction des langues étrangères. Hein, la langue parlée, c'est toujours musical, toutes les langues. Donc, si une personne perçoit do, ré, mi, le mi plus grave que le do, il y aura des problèmes. C'est une personne qui ne sera pas capable d'apprécier la musique, qui chantera faux et qui aura des problèmes en anglais, dans la reproduction de certaines langues étrangères. On va voir ça. Donc ça, c'est aussi un test important à voir. Il y a aussi un autre test qui est la mise en évidence du retard dans la perception. Donc, la perception du sujet sera plus lente et donc la réponse aussi. Toutes ces anomalies ont un impact important dans la scolarité des enfants et des adolescents en causant des difficultés d'apprentissage. Avec distorsion, latéralité alternée, retard de perception,
l'apprentissage sera vraiment difficile. Alors, on se rend compte souvent que les enfants ont des problèmes de vue à l'école parce qu'ils ne voient pas, et donc on s'en aperçoit. On dit, mais il faut être plus près, on dit à la maman, mais il faut l'emmener faire se faire des lunettes. Enfin, c'est assez clair pour la vision. Et pour l'audition, il y a toujours une excuse. Ah oui, mais il était tourné. Ah oui, mais bon, pourquoi? Parce que le son, il est déjà parti. C'est plus difficile d'évaluer. Hein. Le son est là, mais maintenant, il est déjà plus là. Et puis l'enfant, il était tourné, il était distrait, il y avait quelque chose qui a fait du bruit, il n'a pas entendu. Bon, bref. Et c'est pour ça qu'on évalue mal. C'est pas pris en compte à l'école assez, cette perception auditive. Donc maintenant, je vais vous parler d'une particularité dans le cadre des hyperacousies relatives. C'est pour ça que je vous ai parlé d'hyperacousie relative, parce que c'est la découverte du docteur Bérard de la concomitance constante entre certains types d'hyperacousie et certains types de comportements. Voilà. Donc, comme vous avez compris tout à l'heure, l'hyperacousie, les pics, alors là, les pics sur 2000, 8000, sur les deux graphiques, hein, il y a un creux qui est plus prononcé entre les deux pics, mais voilà, on a un 2,8, un 2008 des deux côtés. Et Bérard a fait cette découverte par hasard. La découverte entre la concomitance de ces pics et d'un certain comportement, parce qu'il a eu affaire à des adolescents qui avaient une anamnèse assez difficile, assez spectaculaire, dans le sens qu'il y avait des problèmes peut-être scolaires et tout, mais elles avaient il y avait eu une tentative de suicide. Et donc, il avait noté qu'il y avait un pic de 1000, 8000. Il a vu d'autres gens, d'autres personnes. Dans ce cas-là, il a commencé avec la même anamnèse. Donc, il a commencé à se pencher sur ce problème des hyperacousies relatives, chose que personne n'avait fait jusque-là. Parce que tout le monde s'occupe de la perte d'audition, mais jamais de quand on entend trop. D'accord ? Et donc, il a demandé à des collègues psychiatres de lui envoyer des personnes, de lui adresser des personnes pour faire des tests, pour vérifier ça. Il s'est rendu compte, en effet, de cette concomitance. Donc, il a commencé à penser qu'il pouvait peut-être aider les gens en corrigeant la porte d'entrée auditive. Et il a inséré sur son appareil, l'appareil qu'il avait mis au point, la possibilité de filtrer, c'est-à-dire d'enlever l'écoute, si vous voulez, durant le cycle de thérapie, d'enlever l'écoute de ces fréquences traumatisantes dans ce cas-là, de ce 2000 et de ce 8000. Il a inséré des filtres, ce qu'il n'avait pas fait au début. Et il s'est rendu compte que les gens changeaient. Pas tout de suite, mais dans le laps de temps en général. Bon, de la fin de la thérapie, on peut dire pendant un mois qui suit, ils changent de comportement, ils se sentent mieux. Quand la courbe change, le comportement change. Alors ensuite, il a trouvé d'autres hyperacousies relatives importantes en concomitance avec d'autres comportements. Par exemple, 1000-8000, l'association et 1005-8000. Ça, c'est des comportements de type dépressif. Il y a une concomitance entre l'histoire du patient et cette hyperacousie relative précise. Ensuite, il a découvert d'autres hyperacousies que je ne vous décris pas particulièrement parce que j'essaie de suivre son livre et il ne les décrit pas en particulier, mais je peux vous dire qu'il a découvert le manque de confiance en soi, qui est une hyperacousie, une autre hyperacousie, l'agressivité, l'émotivité, l'hyperémotivité. Et donc, en agissant sur ces pics, en les réduisant, en mettant des filtres, on arrive à aider les gens dans leur comportement. Et cette découverte explique le titre du livre, Audition égale comportement. Alors, devant des problèmes de langage, de manque d'attention, de paresse,
problèmes d'orthographe et de comportement, on doit penser à un défaut de l'audition. Hein? C'est là où je vous disais qu'on pense tout le temps et souvent à un défaut de la vue, surtout à l'école, mais pas assez à des problèmes auditifs. Parce qu'il ne s'agit pas de problèmes de quantité, mais de qualité de l'audition, et on ne fait pas attention à ça. La rééducation sonore, rééquilibrant la courbe auditive, permettra l'amélioration scolaire et comportementale. Enfin, certaines personnes entendent trop, et souvent avec des douleurs auditives. Alors, une parenthèse, il est important de noter que la douleur auditive n'est pas toujours en relation avec l'hyperacousie. Il y a des fréquences qui peuvent faire souffrir si elles sont entendues trop peu ou si elles sont aussi entendues normalement. Trop peu, il y a des personnes qui vieillissent, qui perdent l'audition, et cette fréquence qui descend, qui va en perte, fait mal quand elle apparaît. Par exemple, il y a peut-être certains d'entre vous, quand passe une mobilette qui freine, ça leur fait mal. Ça, c'est pas parce qu'ils entendent trop. Au contraire, c'est peut-être parce qu'ils entendent pas assez. Elle commence à baisser cette fréquence. Et elle est douloureuse. Puis un jour, elle sera vraiment trop basse et vous aurez plus mal. Mais bon, en attendant, quand elle descend, elle fait mal. Il y a des gens aussi qui entendent qu'il y a une audition normale et qui ont des douleurs. Ça s'appelle le recrutement. Et on a aussi malheureusement pour eux les enfants autistes qui ont des troubles auditifs de ce genre, avec vraiment des douleurs auditives. Alors dans l'autisme, si les voies anatomiques sont normales, c'est l'élaboration neurologique des stimuli sensoriels qui, à la suite d'un dysfonctionnement cérébral, arrive de manière discontinue et altérée. Et le système sensoriel est inefficace. Et soit il prend trop d'informations, soit trop peu. Dans le cas d'une hyperaudition, trop d'informations associées à des douleurs auditives, l'autiste peut percevoir des fréquences généralement non perçues ou des fréquences de peu de décibels. Il est contraint à éviter les situations bruyantes et il va fuir, se boucher les oreilles, il va vraiment démontrer qu'il ne supporte pas. Au contraire, dans le cas d'une hypoaudition, trop peu d'informations, l'autiste semble ne pas percevoir les sons, même forts, et il aura tendance à être bruyant au contraire. Il y a un autre genre de trouble auditif chez le sujet autistique, c'est la perception de bruit interne. Ça s'appelle des bruits blancs ou grésillements, mais ils sont plus ou moins constants, c'est des bruits qui leur arrivent dans la tête, et ils disent eux-mêmes que ça ressemble à une sirène ou à un bruit de moteur. Et c'est des enfants qu'on peut voir dans un moment où il n'y a pas de bruit, tranquille, et ils se mettent à se boucher les oreilles en ayant l'air de souffrir alors que vraiment il n'y a pas eu de bruit. Ça, on peut imaginer qu'il y a un bruit blanc. Dans tous les cas, la méthode a été pouvoir les aider. L'évaluation de l'audition de la personne autiste se fait au cours d'un entretien spécifique avec les parents afin de comprendre s'il s'agit d'hyper, d'hypo, audition ou de bruit blanc. Le test d'écoute est généralement impossible de par la difficulté d'un peu de collaboration. Et, chose importante à signaler, il n'est pas impérativement utile, et heureusement, comme il est en cas de problème scolaire ou comportemental, où là on a vraiment besoin d'un test fait correctement, comme je l'ai décrit, avec tous les tests, les 5 tests qu'il faut faire à la suite. Pour les autistes, non, car le problème auditif dans l'autisme, c'est pas tant la présence d'une éventuelle hyperacousie relative, d'accord, mais c'est bien celle d'une hypersensibilité auditive globale, avec des douleurs provoquées par différents bruits. Donc il faut entraîner toutes les fréquences. On n'a pas besoin de filtrer, on doit entraîner toutes les fréquences. On peut poser des questions après ou... Oui, d'accord, merci. Donc le docteur Bérard compare l'entraînement auditif à l'action d'un kinésithérapeute
sur une articulation avec déficit de mobilité, provoquant des mouvements alternatifs de flexion et d'extension avec force progressive. C'est lui-même qui décrit ça dans son livre. C'est comme l'action d'un kinésithérapeute. Donc dans l'oreille, alors dans l'oreille, on a le tympan, qui est après le conduit auditif. À l'autre extrémité, on a la cochlée qui va transformer l'influx nerveux, si vous voulez, pour le porter au cerveau. On a 3 petits osselets dans l'oreille moyenne et 2 petits muscles. Et ça, c'est la plus petite articulation du corps humain. Et lui, Bérard dit, voilà, on agit à ce niveau. Et comme je ne vais pas y aller comme un kiné avec mes mains pour faire comme si je devais mobiliser un coude ou un genou blessé, ça sera les sons modulés par l'éducateur qui vont faire travailler toute cette zone. Donc on peut aussi voir là les séquelles d'otite, toute cette zone où le travail peut être bénéfique. Alors, dans le cerveau, on a donc dans le cerveau le langage. Donc, le langage permet d'exprimer les sentiments, les besoins, de communiquer. Il est à la base de l'éducation, de la pensée et de la socialisation. Des problèmes dans l'acquisition du langage donnent des problèmes de développement et des difficultés sociales. Alors, dans le cerveau, à côté des zones bleues qui sont... excusez-moi, à côté de la zone rose, qui est la zone de l'audition, on a toutes les zones du langage. Juste à côté, le langage articulé, la compréhension du langage, la compréhension et l'expressivité à travers le symbolisme et l'air associative acoustique. Ça veut dire qu'en faisant travailler la zone auditive, toutes les zones à côté vont prendre bénéfice de cette rééducation, de cette action. C'est pour ça que je vous redis, le langage permet d'exprimer sentiments, besoins et communiquer. Il est à la base de l'éducation, de la pensée et de la socialisation. Des problèmes dans l'acquisition du langage donnent des problèmes de développement et de difficultés sociales. Maintenant, je vais vous expliquer les principes de la thérapie. Donc l'entraînement AIT est personnalisé. Le praticien règle l'appareil en fonction du cas et des résultats du test effectué. Donc la personne est à droite sur son casque, il y a la musique qui est à gauche, la musique entre dans l'appareil, il y a le filtrage des fréquences traumatisantes. Maintenant vous savez qu'on filtre les hyperacousies s'il y en a. Il y a une alternance des graves et des aigus très rapide et un réglage de latéralité et d'intensité. Donc c'est personnalisé. La plasticité du cerveau est grande, mais pour obtenir les résultats les meilleurs, l'action de l'entraînement auditif doit suivre 3 paramètres. Intensité, fréquence et durée. Ça c'est comme c'est vraiment comme les kinés, hein. Intensité, fréquence et durée. C'est pour ça que les personnes effectuent 20 séances d'une demi-heure chacune pendant 10 jours consécutifs, week-end compris, en écoutant avec un casque des musiques variées, spécifiquement modulées par l'éducateur. Et au cours du cycle de la fatigue et donc une nervosité ou un moment de régression peuvent apparaître, si le participant, surtout si il ne dort pas assez, il ne se repose pas assez ces jours-là. C'est pour ça qu'on conseille toujours de faire l'AIT et de ne pas faire autre chose. Ça dure 10 jours, mais il ne faut vraiment pas prendre ça comme de la musicothérapie. Ça n'est pas ça, c'est vraiment une rééducation. D'accord ? Et donc, si l'enfant se repose bien, dort plus ou fait la sieste, il n'y aura pas de problème. Si des tests sont réalisés, le dernier montre des changements de la courbe auditive
qui précèdent au changement au niveau de l'écoute, du langage et du comportement. D'abord, on voit les changements d'un cours, et après, on verra les changements au niveau du comportement. Par exemple, ça c'est un cas de Hervé, dyslexique, l'oreille droite avant la hit, l'oreille gauche avant, et après, vous voyez que toutes ces hyperacousies, toutes ces petites montagnes russes sont disparues. Vous voyez, oreille droite après, presque plat, et l'oreille gauche est moins jolie, mais on n'a plus tant de pics. Donc on s'attend à ce que l'aide scolaire arrive, on s'attend à ce que l'enfant soit plus concentré, on s'attend à ce qu'il y ait un langage plus fluide, l'orthographe, la lecture, tout ça va venir. Ensuite, le résultat sur la dépression, Étienne, vous voyez qu'il a une hyperacousie 1000 et 8 des deux côtés, et disparition des pointes. Donc on s'attend vraiment à ce que la dépression parte, elle va partir. On ne peut pas savoir exactement quand, ça peut être du moment de la thérapie jusque pendant, en général, c'est un mois et demi après, la personne vraiment se sent mieux. Et puis on a le résultat autolésionnisme, enfin Bérard appelle ça comme ça, cette courbe 2-8, autolésionnisme. Alors, on voit des gens aussi assez angoissés qui ont cette courbe. On n'arrive pas forcément aux tentatives de suicide. Ce qu'il y a, c'est que lui, c'est avec ces histoires de tentatives de suicide qui étaient assez éclatantes qu'il a pu faire cette recherche. Peut-être qu'il n'aurait pas été aussi attentif s'il n'avait pas eu cette anamnèse. Vous voyez? Mais on voit des gens. L'angoisse, pour moi, l'anxiété très forte, ces personnes-là ont un 2-8 qui peuvent être vraiment aidées. Alors, l'évaluation de l'entraînement à HIT sera effectuée 3 mois après, à l'aide d'un questionnaire détaillé rempli par les patients ou les parents, qui permettra d'en quantifier les bienfaits. Selon les résultats obtenus, on pourra reproposer un cycle à HIT, et jamais avant 6 mois. On laisse le temps, 3 mois on fait le bilan, on laisse encore 3 mois et on discute de refaire un cycle ou pas. On ne fait pas de cycle avant, on ne refait pas de cycle avant 6 mois. Alors les changements et les résultats de l'entraînement auditif varient d'une personne à l'autre. C'est évident, on est tous différents, en fonction des particularités et des sensibilités individuelles. J'aime bien dire que toutes les feuilles des arbres ne bougent pas de la même façon sous le même vent. C'est vrai. Cela dit, généralement, après la HIT, adultes et enfants apparaissent plus tranquilles, avec un bien-être et une joie de vivre visible. L'appétit se régularise, l'endormissement est plus rapide, le sommeil est plus calme et est meilleur. Les enfants sont moins capricieux, l'agressivité diminue, ils sont plus entreprenants dans les activités de groupe. Les progrès des capacités d'apprentissage sont le fruit d'une plus grande plasticité de l'attention et de la mémoire, et apparaît aussi une augmentation de la concentration et souvent une amélioration de la motricité aussi. Toutes ces améliorations favorisent les performances scolaires et professionnelles et sont à leur tour renforcées par celles-ci. Et sans oublier que les familles aussi bénéficient de ces changements et progrès qui pour les jeunes facilitera le travail de l'orthophoniste. L'orthophonie bénéficie beaucoup d'un traitement AIT qui passe avant. C'est logique, on doit d'abord remédier à des défauts de qualité auditive pour pouvoir demander à l'enfant de bien parler, de bien reproduire. Pour bien reproduire, comprendre, il faut déjà bien entendre. Et si on ne fait pas un test de la qualité, qu'on se dit mais non, cet enfant il n'est pas sourd, ah ben non, tout va bien. Non, tout ne va pas forcément bien. Comment est sa qualité auditive? Et là, on s'aperçoit qu'en remettant tout en ordre avec un cycle AIT, l'orthophonisme vraiment a plus de facilité. La stimulation grâce à la musique modulée par l'IR-éducateur semble provoquer une réorganisation des fonctions auditives et une amélioration du traitement des informations sonores. Donc après le résultat, on voit apparaître une augmentation du langage et une amélioration de la lecture, une augmentation de l'attention et de la compréhension, l'apparition de la capacité à filtrer les sons, une plus grande tolérance au bruit,
une amélioration du contrôle comportemental et une plus grande intégration sociale. Alors, certaines théories supposent des changements cérébraux dus à la méthode Bérard. Je vous parle de 3 de celles-ci qui sont en rapport avec l'autisme. Elles sont présentées, que je vous présente maintenant, en rapport avec l'autisme. Donc, il y a le docteur Panksepp, aux États-Unis, qui parle d'une hypothèse des opiacés. Il dit que bon nombre d'indications laissent supposer que certains autistes ont un taux cérébral d'opiacés élevé. Et donc cette hypothèse suggère que la musique modélée stimule et éventuellement normalise certaines parties du cerveau qui produisent des opiacés endogènes. Bill Clark est un technicien du son. Beaucoup d'enfants autistes semblent à certains moments sourds, comme s'ils se coupaient du monde ou qu'ils se déconnectaient facilement des gens présents dans leur entourage. Selon Bill Clark, la modulation de la musique AIT conditionne la personne à suivre la musique de façon à ce qu'elle soit capable de se connecter, de se mettre au diapason dans l'ambiance sonore. Il n'est pas possible d'anticiper les changements de la musique modulée durant une séance d'écoute. On peut, quand on entend de la musique, entendre presque autre chose ou faire autre chose. Avec l'AIT, on ne peut pas. C'est une stimulation qui fait qu'on ne peut pas déconnecter. D'accord ? On écoute, on entend. Et donc, cette musique modulée, lui, il dit qu'il n'est pas possible d'anticiper les changements, donc on ne peut pas ignorer la musique, on ne peut pas se déconnecter. Résultat, la personne commence à écouter la musique, à se connecter, jusqu'à être capable d'étendre cette connexion à son environnement, un entraînement à la connexion. Le docteur Stefan Edelson, on sait que les autistes ont beaucoup plus de difficultés que les autres à déplacer leur attention d'une chose à une autre. Par exemple, si on demande à un enfant non-autiste qui joue de venir à table, son attention est focalisée par le jeu, mais il déplace son attention vers l'ordre de l'adulte, et normalement ça se fait en 2 secondes, en moins de 2 secondes. Un enfant autiste, à l'inverse, continuera à jouer, puis peu à peu dirigera son attention vers l'adulte. Ça pourrait lui prendre 3 à 5 secondes, et parfois beaucoup plus, pour déplacer son attention. Alors cette difficulté peut constituer un sérieux problème pour l'autiste, car s'il n'arrive pas à déplacer son attention de manière efficace, il lui sera difficile d'apprendre à connaître le monde et le monde qui l'entoure, et en particulier à apprendre le langage. Parce que s'il déplace l'attention trop lentement, il perdra le contexte de ce qui vient d'être dit, et il aura des difficultés de compréhension. Selon Edelson, la musique AIT variant constamment peut entraîner ou conditionner la personne à déplacer son attention de façon plus rapide et plus efficace. Bon, en effet, on voit les résultats, on les voit clairement. Alors, la renommée du docteur Bérard et de sa méthode aux États-Unis provient du livre The Sound of a Miracle. Excusez-moi, je dois voir un peu. The Sound of a Miracle, le son d'un miracle. Le son d'un miracle a été écrit dans les années 90 par Annabelle Stelly. Oui, 90. C'est la mère d'une enfant autiste que Bérard, aux États-Unis, que Bérard avait traité avec succès parce qu'elle l'avait appelé en lui disant j'ai vu qu'il y avait une relation enfin, elle avait vu ses travaux et elle s'était dit que sa fille pouvait peut-être bénéficier. Alors elle a fait tout le voyage. Bérard lui a dit écoutez, moi je ne connais pas l'autisme, je suis otorhinose, et en effet je pratique cette technique, mais alors je ne sais pas. Donc elle est quand même venue, et ça c'était dans les années 70, hein, on ne parle pas d'hier. Donc Annabelle, il a traité cet enfant qui s'appelle Georgina et qui a eu un excellent résultat. Et donc Annabelle Stelly, ils ont fait un site, tout ça, maintenant il y a un site évidemment, on peut aller voir. Annabelle Stelly a écrit un autre livre en 95 qui s'appelle Dancing in the Rain, donc danser sous la pluie, qui relate l'histoire de 22 enfants autistes soumis à l'entraînement auditif
avec de très bons résultats. Et d'à partir de ce moment-là, Bérard a été connu aux États-Unis, et donc il a été appelé par le docteur Rimland et le docteur Edelson, qui lui ont dit de venir aux États-Unis pour leur faire voir, parce qu'aux États-Unis ils sont comme ça, ils ne vous demandent pas d'explications autres que faites voir ce que vous savez faire. Donc il a pu y aller. Ils ont fait un premier essai sur 17 enfants avec un test en double aveugle. Donc la moitié des enfants traités par la musique modulée, l'autre traité par une musique non modulée, avec personne qui sait, ni les parents, ni les enfants, ni les thérapeutes ne savent quelle est la musique pour influencer, c'est comme ça que ça se fait. C'est la seule test acceptée par les médecins. Et ils ont vu les résultats, donc ils ont dit maintenant, alors vous allez faire un essai sur 500 enfants, carrément. Donc c'est exactement une opportunité extraordinaire, parce que là, ils ont aussi pu voir les résultats, et à partir de là, donc à partir simplement de 1992, alors qu'il avait déjà travaillé depuis 30 ans, et bien voilà, aux États-Unis, on lui a dit, bon, vous allez former des opérateurs, et il a formé 300 opérateurs en 2 ans. Alors, entre 93, donc ça c'est les docteurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler, donc de Dr Rimland, enfin qui est dans le domaine de l'autisme, maintenant il est décédé Rimland, mais bon, Rimland et Edelson, c'est eux deux qui c'est surtout Rimland. Donc entre 93 et 2004, 28 études ont été effectuées et par la suite publiées par l'Autism Research Institute de Rimland à San Diego en Californie pour évaluer les effets de l'AIT. Ensuite, différentes études ont été effectuées aux USA, en Suède, en Turquie, en Afrique du Sud. Je vais vous donner le résultat à travers, de certaines études. Voici par exemple 2 résultats à travers l'imagerie cérébrale, les potentiels évoqués. Donc le docteur Stéphane Edelson et confrères en 1999 ont publié, ont étudié l'AIT et l'activité cérébrale à travers les potentiels évoqués cognitifs sur un groupe de 5 enfants autistes. C'est une méthode qui permet d'étudier l'activité électrique, elle s'appelle l'onde P300, des voies nerveuses de l'audition, de la vision et de façon générale de la sensibilité corporelle. Donc cette onde P300 est une onde observée dans de nombreuses tâches cognitives. Elle apparaît après un stimuli qui est attendu mais imprévisible. Donc attendu mais on ne sait pas quand. Imprévisible. Un groupe expérimental de 3 enfants ont suivi un cycle AIT avec musique modulée et un groupe de contrôle de 2 enfants ont écouté la même musique non modulée. 3 mois après, donc aucun changement a été relevé chez les enfants du groupe du contrôle, tandis que chez les enfants du groupe expérimental, on a observé donc une amélioration spectaculaire de l'onde P300, donc du traitement auditif, de l'audition. Ensuite, on a des changements. Alors, le docteur Jeffrey Lewin, en 2010, il a présenté une étude sur les changements de l'activité cérébrale à travers la magnétoencéphalographie, avant et après un cycle AIT sur un enfant de 10 ans avec un syndrome d'Asperger et qui souffrait d'une hypersensibilité auditive, donc au feu d'artifice, musique, pluie, tonnerre, il ne supportait pas, il se bouchait les oreilles. Donc avant le cycle, les 2 hémisphères communiquent entre on constate une grande activité de l'hémisphère gauche par rapport à l'hémisphère droit. Vous voyez ces couleurs à gauche et à droite, il n'y a rien. Bon, et voilà, après le cycle, c'est rééquilibré. Les 2 hémisphères communiquent entre eux et ceci permet le traitement normal des informations ainsi que la disparition de l'hypersensibilité auditive. C'est peut-être embêtant de regarder ces graphiques, mais n'empêche que c'est quand même très important. Même si ça ne parle pas trop, je pense que voir l'image, vraiment des résultats comme ça, c'est assez parlant. Alors, donc, en 2000, le professeur de musique Wayne Kirby de l'Université de Caroline du Nord présente le résultat d'une étude en double aveugle sur 10 enfants de 6 à 11 ans affectés de troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Donc troubles de l'attention
ne parle pas d'autisme ici, est soumis à un cycle AIT. Donc un groupe expérimental de 5 enfants ont suivi des séances d'écoute de musique filtrée, le groupe de contrôle a écouté toujours la même musique mais non filtrée, et tous les enfants avaient fait un audiogramme avant ainsi qu'un test de capacité auditive continue qui souligne les problèmes justement d'attention et d'impulsivité. Donc un nouvel audiogramme a été fait à la fin, ainsi qu'un test de capacité continue après 3 mois, et on voit que le groupe expérimental donc, en vert a obtenu une nette amélioration du point de vue statistique dans tous les domaines testés d'attention et d'impulsivité. Ils ont fait, vous voyez, la courbe descend énormément parce qu'ils ont fait beaucoup moins d'erreurs. Hein, ils sont partis de 37 erreurs pour arriver à 5. Et les autres, les groupes de contrôle, de 30, là, ils en ont fait un petit peu plus, 33 à la fin. Donc on voit vraiment là, la différence. Bon, il n'y a pas beaucoup d'enfants testés, mais c'est quand même un résultat assez éclatant. Un autre résultat à vous présenter, un des aspects les plus importants à considérer, ça c'est en Suède que ça a été fait, à considérer quand on s'occupe de prestations fonctionnelles sont les résultats à long terme. Parce que c'est bien les résultats immédiats, c'est gratifiant, mais c'est bien quand ces résultats tiennent dans le temps. Et c'est beaucoup plus significatif. Alors ces résultats proviennent d'une étude suédoise faite en 2006 et qui montre que 38% des enfants qui avaient reçu l'entraînement AIT ont été transférés dans des classes normales dans un laps de temps de 1 an et 9 mois à peu près, alors que 5,6% du groupe de contrôle ont pu être insérés dans des classes normales. Ce n'est pas seulement un résultat positif pour l'individu, mais aussi pour l'école. Donc le groupe de contrôle, excusez-moi, j'ai fait une erreur dans ce que je vous ai dit. Donc ce qu'on voit, c'est que 38% des élèves light group a pu transférer une classe normale. Ce qui veut dire que ça, c'est un bénéfice pour l'école aussi. Pas seulement pour l'individu, mais aussi pour les écoles. De pouvoir réintégrer ces enfants dans des classes normales. On peut aussi observer des changements plus personnels. En Suède, par exemple, ce dessin a été réalisé par une enfant de 12 ans qui aime les chevaux, mais qui dessine mal, qui dessine pas très bien pour son âge. Et 5 mois après avoir suivi un cycle AIT, elle dessine ses chevaux comme ceci. Donc on peut imaginer la satisfaction qu'elle ressent être capable de dessiner de cette manière. Ces données recueillies en Turquie montrent comment la méthode Bérard peut avoir une influence même sur des élèves qui progressent bien. Donc des élèves à développement normal. Les résultats proviennent d'une étude sur 52 étudiants qui fréquentent une école normale et qui ont des difficultés d'attention et de concentration minimes. Donc là, on voit les résultats. Alors, on leur a demandé d'évaluer la capacité à maintenir leur attention. Donc 15%, ça ne m'a pas affiché les pourcentages, mais bon, 15% de changement. La capacité à soutenir l'attention sur un travail choisi par l'enseignant, 90% d'amélioration. L'évaluation de la motivation, résoudre des problèmes, 42%. Confiance en soi, 51%. Détermination, volonté, ténacité, 71%. Et le score total, donc, 73% d'amélioration. En 2001, Sally Brockett, qui est une praticienne et enseignante de la méthode Bérard au centre EGA Center au Connecticut, Sally Brockett, c'est vraiment une personne qui suit l'AIT et qui fait de grosses recherches et de gros travaux. Elle a effectué une étude pour quantifier les changements positifs auprès d'un groupe de 14 adolescents avec différentes pathologies, dont difficultés d'intégration sensorielle et hyperactivité. Les enfants effectuèrent un cycle AIT et les parents remplirent un questionnaire avant et après plusieurs mois. Donc, les résultats recueillis après 6 mois sur les dysfonctionnements sensoriels, il y a une diminution de 79% des problèmes.
après 6 mois. Ensuite, elle a étudié l'hyperactivité. Des changements significatifs au niveau de l'hyperactivité apparaissent déjà après 1 mois, jusqu'à atteindre une diminution de 55% au 9e mois. Sally Brockett a aussi effectué un test de l'évaluation des troubles de l'attention sur un groupe de 48 patients entre 4 et 18 ans. Et l'amélioration moyenne est de 24 points de moyenne. Ah, excusez-moi. Alors, attendez. Il faut que je prenne une flèche. Déficit, non, hyperactivité. Bon, déficit d'attention, je ne l'ai pas, je ne sais pas où elle est passée. Maintenant, je vous montre l'écriture d'un enfant de 7 ans, avant et après 6 jours de la HIT. Avant la HIT et après 6 jours. On voit une écriture qui a quand même bien changé. Parce qu'il y a des résultats aussi au niveau moteur, hein, je vous ai dit. Donc ils sont plus capables de tenir leur crayon. Il y en a qui commencent même à écrire correctement, à tenir un crayon alors qu'ils ne l'avaient jamais fait. La rapidité aussi. La rapidité aussi. Excusez-moi. La rapidité dans l'écriture aussi. La rapidité. Ah oui, la rapidité, oui. Bien sûr. La rapidité, et puis l'écriture en elle-même, les fautes d'orthographe. L'écriture d'un autre enfant d'âge inconnu, je ne connais pas son âge. Ah bah tiens, là voilà, le déficit de l'attention, c'était mélangé. Bon voilà, on voit toujours le travail de Sally Brockett. Alors là, il y a un gain, hein, un gain d'attention, c'est pour ça que la courbe monte de 24 points en pourcentage. Donc qu'est-ce que j'ai après? Voilà, l'écriture dont je vous parlais, d'un enfant, donc je ne sais pas l'âge, avant et après 7 mois de la HIT. Là aussi, on voit des fautes d'orthographe qui ont 6 mois après, qui ont bien disparu. Maintenant, je vous présente des résultats qui sont ceux d'un test de raisonnement logique pratiqué sur un enfant autiste, cette fois, de haut niveau. Les maîtresses utilisent ce test à chaque printemps pour évaluer les progrès qui étaient d'ailleurs faibles. On lui montrait une image en lui posant des questions spécifiques à propos de cette image pour tester sa capacité de raisonnement logique en relation à la capacité de déterminer la cause d'une situation et d'en faire des déductions. Donc, expliquer les conclusions. Vous voyez qu'entre 7 ans et 8 ans, elle a gagné un petit peu. Expliquer les conclusions. De 4, elle passe à 5. Déterminer les causes. De 5, bon, elle reste au même niveau. Rechercher une explication. 6, pas beaucoup de changements. Envisager des solutions, elle progresse un peu. Et contourner les problèmes, elle ne bouge pas. Elle a fait la lettre entre 8 et 9 ans. Et au printemps suivant, on lui a fait passer un test. Et les résultats se sont révélés bien meilleurs. Hein, de 5, elle passe à 9, 7. De 5 à 11, 1. De 6 à 8. De 6 à 9. Et de 6 à 9. Donc il y a vraiment eu un changement. Cet autre enfant a été soumis à un test des problèmes auditifs chez les enfants. Donc elle avait des difficultés à exclure les bruits de fond. Il y a beaucoup d'enfants qui sont comme ça. Et cela la rendait très distraite à l'école. Et 6 mois après un cycle à HIT, une amélioration dans tous les domaines a été constatée et maintenant ces résultats sont bien au-dessus des valeurs moyennes. Le comportement et le rendement scolaire ont aussi augmenté. Alors, dans les paroles filtrées, avant la HIT, 50, après 84. Donc c'est toujours une moyenne de valeur. Hein. Les paroles avec un bruit de fond, on lui présente des paroles avec un bruit de fond. De 37, elle passe à 75 après la HIT. Ensuite, des
des paroles différentes dans chaque oreille. De 84, ça, elle n'a pas bougé. Ensuite, des phrases différentes dans chaque oreille. 50, elle passe à 63, et le total du score, de 55, 86. Donc une nette amélioration après la hit. Là, c'est le coloriage d'un enfant de 5 ans, 6 jours avant, 6 jours après la hit. Voilà. Donc l'enfant qui gribouille et qui sort des traits tracés avant, il arrive à contenir ses couleurs à l'intérieur du trait. C'est beaucoup mieux. Ça, c'est quand même que 6 jours après la hit. On a aussi le résultat d'un enfant de 5 ans qui n'était pas prêt à entrer à l'école maternelle, donc en automne. Donc il a suivi un cycle hit en décembre, pendant qu'il fréquentait encore la petite école maternelle. Et quelques mois après, il obtient ses résultats au test de Phelps. Le test de Phelps, c'est un test qui montre comment il s'en sortait face à différentes informations. Alors, comment il s'en sort? Enfin, l'information verbale. Avant la hit 25, après 75. L'information visuelle, même l'information visuelle a augmenté. Ensuite, l'information auditive de moins à 91. Et le score total de 3,77. Alors là, c'est carrément un excellent résultat. Maintenant, je vais vous présenter des résultats obtenus en France, en Italie et en Allemagne sous forme de témoignages. Donc, Michele à Vérone, il dit j'ai fait beaucoup de progrès scolaire en italien. Le père de Laura, amélioration de la concentration du langage prononciation, apprentissage plus rapide. La mère de Rodrigue, il comprend mieux, son vocabulaire s'étoffe, il compte plus vite. Daniel, l'optimiste est revenu, j'arrive à me concentrer à fond. Annick, amélioration de la confiance en soi, les bruits ne me chamboulent plus. Lucie, le sentiment d'angoisse a disparu, je dors mieux, je suis plus attentive. Il y a certains témoignages d'autistes qui sont faits avec l'utilisation de la communication facilitée, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, Fabrizio, il dit « Trop de sons empêchaient d'utiliser les oreilles, j'isolais partie du cerveau. » Avant le cycle. Enrico dit « Les paroles ne sont pas perdues pendant que je tente de faire ce que je dois. » Marco, maintenant j'entends plus limpide, les paroles se divisent mieux. Les parents aussi témoignent. La mère de Giulia, les bruits de certains appareils électriques ne la font plus souffrir. La mère de Justus, le langage est plus expressif, attention augmentée et accès de colère diminué. La mère de Jacopo, moins d'opposition, l'utilisation du crayon apparaît et le vocabulaire s'est enrichi. Vous pourrez trouver sur mon site d'autres informations et d'autres témoignages surtout. J'en ai mis pas mal parce que je pense que les parents et les gens, les dyslexiques, les gens qui ont des problèmes auditifs, sont intéressés par ce que disent les autres, ceux qui ont fait un cycle. Donc j'ai mis des témoignages. Certaines personnes qui ont laissé leur témoignage aussi sont disposées à être contactées par téléphone, par mail, directement. Alors, le docteur Bérard donc, a été un élève du docteur Tomatis, en fait, dans les années 60. Et il a créé par la suite sa propre méthode et son propre matériel. Il exerçait à Annecy. Il est à la retraite depuis 92, mais il est encore vivant. Il est assez vieux maintenant, je pense qu'il doit avoir 95 ans, mais il est toujours là. Et son successeur officiel, il n'a pas trouvé de successeur français, c'est bien dommage. Dieu sait qu'il a cherché. Et son successeur officiel, c'est le docteur Edelson, donc le collègue de Rimland, aux États-Unis. Donc maintenant, cette méthode, Auditory Integration Training, c'est une méthode américaine. Enfin, on fait bien sûr référence toujours à Bérard et à son livre, tout ça, qui a été traduit dans différentes langues, enfin quand même. On n'a plus, donc le matériel n'est plus fait en France, hein,
Lui, il faisait fabriquer son matériel à Amiens. Maintenant, c'est fabriqué par les États-Unis en Afrique du Sud. Je pense qu'il y a un Américain qui est là-bas et qui, voilà, c'est un très bon matériel, mais bon, voilà, c'est dommage. Ça a échappé à la France. Moi, j'ai un diplôme d'état d'infirmière. J'ai travaillé de nombreuses années comme instrumentiste en chirurgie. J'ai travaillé en France, en Suisse, et j'ai suivi récemment la formation niveau 1 de la formation ABA. Le docteur Bérard lui-même m'enseigna sa méthode, et à la suite de quoi j'ai longtemps travaillé en Italie. À l'heure actuelle, je travaille à Vérone, en Italie, je travaille à Lyon, et je travaille à Karlsruhe en Allemagne. Voilà, et ma collègue, comme je l'ai noté, Nathalie, a aussi un diplôme d'état d'infirmière. Elle a été aussi formée à la méthode AIT en Belgique, et elle exerce à Nantes. Enfin, hein? Voilà. Depuis 2008, voilà, exactement. Je vous remercie de l'attention. Si vous avez des questions. Oui. Les pièces auditives que vous faites passer les audiogrammes, c'est sur le nerf ou c'est la personne qui répond? Elle vous dit qu'elle entend. Ou elle, vous avez des claquettes sur le nerf? Non, on envoie des sons à la personne et elle dit si elle entend. C'est l'audiogramme classique. Et après, ce que vous expliquez, on a le matériel. Donc là, on fait pour les personnes qui peuvent le faire, c'est ce que vous a expliqué Sophie pendant la conférence. Pour les personnes, par exemple, autistes en règle générale, ils ont des enfants jeunes qui ne sont pas capables de répondre oui, j'entends un bruit à chaque fois qu'on fait passer un audiogramme de façon classique. Comme vous, par exemple, voilà, je passe un audiogramme. Sophie appuie sur les boutons, à chaque fois j'entends un son, je dis oui, 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 et après on détermine une courbe. Il y a des personnes, on ne peut pas passer l'audiogramme, tout simplement, parce que la personne n'en est pas capable, soit parce qu'elle est trop petite, ou soit parce qu'il y a une difficulté comme l'autisme, ou un autre problème qui ne lui permet pas de verbaliser ce qu'elle entend. Donc c'est pour ça que quand on pratique l'AIT, si la personne, on peut effectivement effectuer un audiogramme sur elle, on va tester d'abord l'audition aérienne, c'est-à-dire le son qui arrive par les oreilles. Donc là, on envoie des sons dans l'oreille droite, puis dans l'oreille gauche, et on teste toutes les fréquences, de 125 jusqu'à 8000 Hz. Vous savez, c'est le petit tableau qu'on vous a montré. Ensuite, on teste la latéralité, c'est-à-dire qu'on va envoyer, on met ce qu'on appelle un bone, qu'on fixe ici et là. Et on va envoyer des sons à la personne, et la personne va dire où elle les reçoit. Soit à droite, soit au milieu, soit à gauche. Et là, on va déterminer, en fonction de la personne, si elle est droitière ou si elle est gauchère, où est située sa latéralité. Et c'est tout ce qu'expliquait Sophie, l'importance de tous ces petits examens qui peuvent après vraiment bien personnaliser l'AIT. Alors, et après, on fait le test de la sélectivité. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas capables de faire l'audiogramme, pas de panique parce que souvent on dit mais là du coup c'est plus personnalisé, ça reste personnalisé. Et l'entretien de départ qu'on a avec les parents, c'est pour ça que toutes les deux on a un questionnaire où on va étudier tout l'aspect plurisensoriel de l'enfant, connaître ses difficultés dans la vie quotidienne, à l'école s'il va à l'école, à la maison ou autre. Et puis à partir de là on va déterminer un petit peu comment l'enfant quelle façon il a pour entendre. Donc à partir de là ça va nous guider et en fonction de ses réactions pendant la séance d'AIT, les parents sont là aussi pour nous dire, ben voilà, là il y a un changement là j'ai l'impression que ça ne va pas, ils ne sont pas bien, sachant que l'AIT provoque quand même des petits effets secondaires, parce que ça fait travailler le cerveau. Transitoire. Voilà, et ça reste transitoire, ça ne reste pas, je rassure là à ce niveau-là, parce que j'ai parfois des parents qui me questionnent en me disant, oh là là, ça fait un mois qu'on a fait l'AIT, il me refait des choses qu'il ne faisait plus et qu'il faisait avant. Et c'est vrai que je peux comprendre en tant que parent que ça puisse paniquer, mais à aucun moment, je veux dire, l'enfant va rester... il y a des petites régressions qui peuvent être provisoires, et peut-être des régressions, mais provisoires. Après, l'enfant va récupérer.
Et c'est une façon aussi au cerveau de se réattribuer, si vous voulez, toutes les fréquences auditives. Et donc, l'enfant, en fait, va réapprendre à écouter d'une autre façon. Et je vous donne par exemple un exemple précis. J'ai le souvenir d'un enfant autiste qui, plus petit, dès qu'il rentrait dans une pièce, sa façon à lui de s'attribuer, on va dire, l'espace, c'est de toucher tout ce qu'il avait dans la pièce. Donc ça, il l'a perdu, parce que les parents voilà, travaillaient beaucoup en méthode éducative, donc cette stéréotypie, on va dire, est partie. Au moment de la dictée, le premier truc qui est revenu, c'est ça. Et la mère me dit « Ah !» Elle panique, parce qu'elle me dit « Voilà, il recommence ça. » Et en fait, je lui ai dit ben, « Votre enfant est en train de réentendre les sons d'une autre façon. » Parce que voilà, c'est un apport massif d'informations auditives pendant ces 10 jours. Et on insiste bien sur la durée, sur l'intensité et sur la fréquence du traitement. Quand vous cassez un bras, votre bras est plié, donc vous allez dans la durée, dans l'intensité et dans la fréquence, vous allez travailler avec le kiné pour récupérer au fur et à mesure du mouvement. Eh bien le son, c'est pareil, sauf que le son, c'est pas perceptible, on ne le voit pas. Et qu'est-ce qui va permettre ce travail-là? C'est de l'appareil modulateur de son qui envoie tous les sons et qui permet au cerveau de retravailler toute l'écoute. Et le but de la thérapie AIT-Bérard, c'est vraiment de réharmoniser l'écoute. Voilà. Je vais rajouter simplement quelque chose sur... moi, je préfère des gens qui ont des réactions, hein, avec même des petits rebonds thérapeutiques, c'est-à-dire qu'une petite régression, un mouvement, un jour de colère, nerveux, ou alors sommeil. Je préfère ça à l'enfant qui ne réagit pas du tout, d'abord, et puis qui peut peut-être faire quelque chose plus tard. Moi j'aime mieux, voilà, qu'il y ait une petite réaction. Mais c'est toujours des réactions transitoires et c'est toujours bon signe. C'est ça qu'il faut dire. Voilà, oui. Mais cette méthode suppose de l'enfant un minimum de coopération. Parce que, je pense à mon enfant, je le vois absolument pas rester une demi-heure avec un casque sur les oreilles. Il va enlever le casque. Ah, pour le casque? Oui. Oui, alors, c'est évidemment des enfants autistes, ils n'ont pas seulement une hyper-audition, ils ont un hyper-touché, souvent hyper-vu, bon. D'accord, ils ont toutes les voies sensorielles perturbées. Donc, moi, ce que je demande aux parents, c'est un mois avant de préparer l'enfant. Alors, il faut acheter un casque ou se faire prêter un grand casque, pas les tout petits casques. Okay. Et vous faites écouter à votre enfant la télévision ou la musique qu'il aime bien à très bas volume. L'histoire, c'est pas de faire une action musicale, c'est de l'habituer au toucher du casque. Et donc vous commencez 1 minute. Le premier jour, vous y prenez un mois à l'avance, vous commencez 1 minute, et puis vous le félicitez, il a le droit de continuer à voir son film, il est félicité, il a une petite récompense. Le lendemain, 2 minutes. Et vous augmentez de minute en minute. Vous pouvez faire des pauses, s'il accepte 5 minutes d'emblée, vous faites 2-3 jours 5 minutes et vous augmentez. C'est la seule façon d'habituer le toucher de votre enfant à porter le casque. Si vous ne faites pas ça et qu'il a un hyper touché, on va passer des heures à lui remettre le casque sur la tête et c'est pas possible. Parce que je vois le simple fait de porter une casquette et surtout pas quand même. Oui, alors je vous rassure, à ce niveau-là, on reçoit beaucoup d'enfants qui ont ce problème-là. Et en fait, on est souvent très surpris en tant que parents. Donc, comme certains le savent ici, je suis moi-même mère d'un enfant autiste qui supporte même aujourd'hui encore à 15 ans aucune casquette, aucun gant sur les mains, même en plein hiver. Le casque, quand en Belgique, il suivait un programme plurisensoriel, on m'a dit il y a la méthode Bérard pour l'aider sur un plan auditif, parce qu'on stimulait la sphère auditive. Mais voilà, je dis même pas en rêve, le casque, vous n'y arriverez jamais. Et j'étais très surprise. Mon fils allait en courant aux thérapies. Donc il attendait que ça, il s'asseyait sur le fauteuil, il prenait son petit jouet, son doudou. Alors ça c'est important, c'est ce que j'explique aussi aux parents, c'est d'amener des choses qu'il aime. Et puis souvent je vous demande aussi de rester pendant les séances, parce qu'on ne peut pas gérer et le casque et l'enfant et le programme en même temps, on passe dans nos machines. Et souvent ça se passe très très bien. C'est vraiment, il y a un premier contact, c'est pour ça qu'on aime bien aussi voir les parents au moins une séance avant, parce que déjà l'enfant voit le thérapeute. On peut aussi vous envoyer notre photo pour les enfants qui ont un système de planning déjà qu'il ait une moins grande appréhension, avec une photo de l'appareil. J'ai fait ça aussi pour beaucoup d'enfants. Donc déjà l'enfant est rassuré, il nous voit une première fois, on essaie le casque, souvent c'est un peu la cata le premier cours, la première séance, et
Et après, ça se passe bien. Voilà. Et si c'est pas dramatique, si la première séance on fait 10 minutes ou on fait une pause, le but c'est que l'enfant arrive à faire ça, il faut qu'il accepte. Donc il faut qu'il soit récompensé. Donc moi je conseille d'amener des choses nouvelles aussi. Pas forcément. Moi j'ai des petits jouets, je leur donne des petits jouets qu'ils adorent, des petits jouets passe-temps. Mais autrement, il faut. Parce que c'est un effort quand même pour eux d'être assis une demi-heure et tout. Mais ils y arrivent tous. Hein, je peux vous dire, moi ça fait 20 ans, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Et puis ils sont attirés par cette musique. Parce que justement, ils ne peuvent pas fermer. Donc ils l'écoutent, ils sont bien. Et puis ils aiment bien les rythmes. Toujours pareil, hein, les autistes, ils aiment bien ce qui se continue d'un jour à l'autre. Ah, on va là, on fait ça. Ah, c'est ce petit jouet. Après, ils prennent l'habitude, ils sautent sur le fauteuil, et puis il n'y a plus de problème. Ils sautent, ils s'assoient, je veux dire, ça va, ça se passe bien. Et alors, vous les récompensez, vous leur achetez des jouets, un petit jouet spécial pour ce moment-là, ou alors, voilà. C'est évident qu'il faut les stimuler. C'est quel type de musique est utilisée comme jazz? Alors ça, c'est le thérapeute chaque thérapeute praticien a la musique qu'il veut, mais il faut prendre des musiques rythmées, sinon l'appareil ne marche pas. On ne peut pas prendre de musique classique parce que la musique classique c'est très modulé, il n'y a pas tellement de rythme. Alors, vous avez du rythme sur le premier petit morceau, 5 minutes après un autre, c'est compliqué. Donc moi je n'utilise pas de musique classique, seulement de la musique rythmée. Ça n'a pas d'importance. La musique n'a pas d'importance, d'accord? Et ce qui est important, c'est la façon dont la musique est transformée dans l'appareil. Voilà, c'est ça qui est important, c'est la modulation. Est-ce qu'on a des améliorations de compréhension à la lecture? Parce que moi, à l'audition, c'est la lecture, la compréhension de la lecture. Bien sûr, puisqu'on contrôle ce qu'on lit par sa propre audition, hein, comme je vous ai expliqué avec la latéralité. Donc, tout le contrôle de la parole est fait par l'audition, propre. Hein. Bon, là, je suis en train de vous parler pas trop fort, parce que je contrôle moi-même, parce que je sais que, voilà, hein, il y a ce micro, je ne suis pas obligée d'y aller, et je me dis de temps en temps, parce que je ne parle pas trop fort quand même, mais je le contrôle, voilà, parce que, avec mon audition. Et on fait, ça... Le fait de mémoriser ce qu'on lit, la mémoire, la oui, la compréhension certainement, la décodification, la rapidité, c'est sûr, et la mémoire aussi, la mémoire, bien sûr. Mais, ouais, oui. Voilà, moi j'ai 2 enfants en fait qui sont suivis en ORL au CAMS du CHU, c'est le Centre d'Action Médicale Précoce, ils avaient des retards de langage. Et donc ils ont eu des audiogrammes réguliers tous les ans avec, pour ma fille, un PEA, potentiel évoqué auditif, parce qu'on avait annoncé sourd. Et quand vous dites que vous ne pouvez pas faire un audiogramme quand un enfant n'est pas verbal, moi au CHU, ils me le font. On est en cabine, ils ont le casque et ils voient un train. Et selon les mimiques, ils arrivent à inscrire les décibels, ainsi que les fréquences. Voilà, donc moi, voilà, ma question, c'était de d'en savoir un peu plus par rapport au fait, quand un enfant n'est pas oralisant, vous ne pouvez pas faire de diagramme de tracé. Voilà. Votre question, c'est quand un enfant ne parle pas, voilà, est-ce que c'est plus difficile pour vous d'instaurer un programme, puisqu'il est, si j'ai bien compris, personnalisé quand même? Oui. Et puis chaque autiste a ses propres difficultés. La thérapie, de toute façon, on ne la pratique pas avant l'âge de 4 ans. Oui, d'accord. D'accord. Mais moi, ils ont eu un audiogramme. Oui, je sais, mais la PA ne l'utilise pas, ne conseille pas. Voilà, on n'est pas des otorinos, on est praticien de la méthodalité, on utilise ce que c'est pas forcément ce que les rats nous peuvent tenir un audiogramme, un vrai audiogramme en fait. C'est pas du tout, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. L'audiogramme n'est pas obligatoire. Ça n'empêchera pas de personnaliser le programme. Parce qu'en tant que praticienne, on va étudier le comportement de l'enfant, ce qui se passe à la maison. Et à partir de là, si vous voulez, pour des enfants, on ne fait pas l'audiogramme, on fait un apport global sur les 2 hémisphères. Et à partir de là, je veux dire, l'information va arriver de la même façon, puisque les sons vont être modulés. Et
ça ne va en rien changer la qualité de la thérapie, même si on n'a pas d'audiogramme. Ça, c'est important de le souligner, parce que souvent les parents posent cette question-là, et on arrive à des résultats aussi. Et c'est vrai que par contre, comme expliquait Sophie dans son exposé, quand on a affaire à des enfants qui ont un problème très précis de dysgraphie, pour des enfants dyslexiques ou autres, c'est vrai que là, ça devient intéressant, même pour des adultes, de faire un audiogramme, parce qu'après, on va travailler plus spécifiquement sur certaines fréquences. Mais, et comme expliquait Sophie, dans l'autisme, comme c'est un problème neurologique général au niveau du cerveau, on apporte de façon générale dans les deux hémisphères et de façon égale les informations auditives. Et pour certains enfants, la deuxième semaine, on apporte souvent un peu plus d'informations sur l'hémisphère droit parce qu'on sait que déjà il y a un déficit de ce côté-là pour nos enfants. Voilà. Alors, vous avez déjà répondu à une question. L'âge minimum d'intervention, vous avez dit 4 ans, c'est ça? Oui. Pas avant 4 ans? Oui. D'accord. 4 ans, oui. Et alors, et sur un diapo, un graphique, la différence entre l'information verbale et l'information auditive. C'était super. Ils avaient marqué information verbale, il y en avait une autre information, l'information visuelle, et en dessous, information auditive. Alors là. Oui, alors moi j'ai relevé ce test, je voulais le présenter comme il est. Ah oui, non mais il n'y a pas de souci, mais ce que je me pose comme question, c'est la différence entre les deux. C'est qu'il y a de la musique, c'est que. Information verbale, information auditive. L'information auditive, pas par la parole, voilà, forcément c'est comme ça. Oui, bien sûr. Peut-être plus par des sons, l'information verbale, par voilà, la parole et puis le son, la musique, je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé. Je n'ai pas les détails du test, mais voilà. C'était le résultat qui était intéressant. Ah oui, c'était l'information. Intéressant, mais voilà. Information verbale, information parlée par quelqu'un, et l'information auditive, les informations entendues, mais non verbales, enfin voilà. Et je voulais vous demander à la dame précédente, est-ce que vos enfants sont autistes, non? Un des deux? Oui. D'accord. En fait, ils n'ont pas la même composante. Ouais, pour ça, je vous parlais de ça. D'accord. Alors, c'est pas une question d'âge, non verbal, voilà, c'est parce que c'est dans le cadre de l'autisme. C'est des signes. D'accord. Alors, je vous ai bien dit que les hyperacousies relatives, qu'on filtre et qui sont importantes dans le cas de dyslexie, dans le cas des problèmes comportementaux, c'est pas le problème de l'autisme. On peut avoir aussi des douleurs auditives. Ils ont des douleurs auditives, ça n'a rien à voir avec l'hyperacousie relative, d'accord? La douleur auditive, on peut l'avoir quand on est autiste, on entend trop, on se bouche les oreilles. Hein. On peut l'avoir quand on a une audition normale, ça s'appelle un recrutement, ça a vraiment un nom. Et puis la douleur, on peut l'avoir quand on entend pas assez, donc quand on vieillit. Donc la douleur, c'est quelque chose à part, et les autistes, ils souffrent. D'accord? Alors s'ils ont une ouïe fine, qu'ils entendent très bien, ils entendent papa arriver, la clé dans la porte avant que personne ait compris dans la maison que papa est en train d'arriver, ils auront toujours une ouïe fine. Ça ne va pas changer ça, mais c'est la douleur qui va changer. C'est-à-dire qu'elle va disparaître complètement ou partiellement. Alors on va faire un cycle, partiellement, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ils se boucheront moins les oreilles, ils se boucheront plus les oreilles. D'accord? Alors là, la vie change, parce qu'ils peuvent rester assis à table, ils peuvent commencer à écouter le monde, la vie, enfin, voilà. Hein. Oui? Je vais vous demander l'effet de la méthode AIT sur l'épilepsie. Est-ce qu'il y a des effets qui ont été observés? D'accord. Donc on ne traite pas, la méthode AIT n'est pas faite pour guérir, traiter l'épilepsie. Non, mais d'accord. J'ai bien compris, mais est-ce que ça peut aggraver l'épilepsie? Alors, l'AIT, alors les enfants épileptiques, moi personnellement, je traite des enfants épileptiques qui sont sous contrôle médical, bon, ils sont sous traitement, hein, en général, ou alors qui font peu de crises. Voilà. L'AIT agit dans le sens où l'AIT peut fatiguer, hein, on vous l'a dit, l'enfant, donc il faut vraiment qu'il dorme, il faut faire attention, il ne faut pas faire d'autres activités, voilà, il faut essayer de tranquille, c'est vraiment des vacances. Et si ça se passe bien, il n'y aura pas plus de crises, parce que c'est la fatigue qui va peut-être déclencher une crise ou deux en plus, d'accord? Et puis moi j'avertis toujours les parents, on va un jour après l'autre, si ça se passe bien, on fait tout, et s'il y a une ou deux crises de plus où on n'est pas content, on arrête. En général, moi j'ai eu seulement un cas dans ma vie où j'ai dû arrêter au bout de 3 jours, parce qu'elle faisait des
trop de cris, j'estimais qu'il y en avait trop, on a arrêté. Et sinon, ça se passe toujours bien. Si les parents écoutent, qu'ils font dormir l'enfant, voilà, ça se passe bien. Il n'y a pas de fatigue. C'est dans ce sens-là que ça peut agir, à cause de la fatigue. Il faut bien comprendre ça. Vous parlez des effets sur le cerveau en général. Oui, mais non, ça ne va pas... Ça ne va pas l'aggraver en tout cas. Non, ça n'agit pas directement sur le problème de l'épilepsie. À travers la fatigue, oui. Oui, monsieur. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Oui, j'aurais deux questions. Tout d'abord, en restant avec les enfants, on parle beaucoup d'autisme, mais les enfants qui sont atteints de TED, Oui. je crois bien que c'est encore quelque chose, mais la méthode apporte... Bien sûr. Bien sûr, moi j'ai mis autisme, grand sage, ou Asperger, TED, c'est ça que vous demandez. Bien sûr, hein, bien sûr. Bon, je n'ai pas détaillé pour pas... voilà, mais c'est évident, hein. Bien sûr. Trouble adolescent du comportement. Sinon, vous parlez donc des enfants jusqu'à l'âge adulte, les troubles des adultes. Même un collectif de santé par rapport à la vie chronique. Là, je ne sens pas trop, par contre, de choses qui sont en lien. Par rapport à la fatigue chronique. Je ne vois pas trop de lien, par contre. La fatigue chronique? Oui, difficulté de concentration, mémorisation des adultes. Hein. Oui. Par rapport aux difficultés de concentration pour les adultes qui entraînent une fatigue chronique. C'est la fatigue chronique, la fatigue cérébrale. Oui, la fatigue cérébrale. Mais est-ce que j'ai parlé de fatigue cérébrale? Non, c'est une question. D'accord. Vous avez, ça concerne également les adultes. Oui. Là, je n'ai pas vu de lien avec... Les adultes, il y a des adultes qui peuvent traîner une dyslexie depuis l'enfance, donc ils peuvent bénéficier de la thérapie. Et souvent les adultes avec dyslexie, ils ont compensé, hein, parce que un adulte qui entend faux fifon, il sait que c'est saucisson. Par contre, un enfant, il va dire faux fifon, il ne va pas comprendre. Voilà, l'adulte traîne son handicap, mais il a corrigé tout seul. On voit beaucoup ça. Et pour l'adulte qui a des problèmes comportementaux, il va bénéficier de bénéfices sur son comportement, mais aussi sur son bien-être, et aussi sur une augmentation de la concentration, etc. Ça, c'est... Oui. Oui, on reste à ce type de comportement-là. Parce que la fatigue chronique, c'est autre chose. Pas... Oui, bien sûr, c'est autre chose. Votre enfant, il est comment? Il a 15 ans. Il a démarré très très bas. Aujourd'hui, on l'a traité comme un TED, on va dire autiste atypique. Et on a fait l'AIT, il avait 4 ans. Mon fils a fait partie des enfants où l'AIT a marché vraiment miraculeusement bien. Ça a été vraiment, mais c'est pas pour tous les enfants pareils. Chacun est différent. Voilà. Lui, il a débloqué son langage. C'est un enfant hyperactif. J'avais un zébulon de 6h30 du matin, 7h30 du soir. Donc il restait à peu près 12 secondes assis à une table. Donc autant vous dire que c'était impossible de travailler quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'après l'AIT, tous ces domaines ont complètement, on va dire, explosé. C'est-à-dire qu'au niveau de l'hypersensibilité, sachez aussi une chose, c'est que pendant les 4 premières années, puisque moi j'ai eu un diagnostic, j'ai eu la chance d'avoir un diagnostic, il avait à peine 16 mois, je suis partie en Belgique à ce moment-là. Donc pendant ces 4 premières années, ces 3 premières années, il a eu une énorme stimulation plurisensorielle. J'ai eu la chance d'avoir été formée là-dessus. Donc on a fait l'intégration plurisensorielle. Et c'est à partir de ces 4 ans, le responsable, c'était John Monru à l'époque, un Américain qui venait consulter dans l'association belge, qui m'a dit, voilà, on arrive au bout du bout des stimulations auditives, on va vous proposer la méthode Bérard. J'ai souri quand j'ai appris que c'était un Français qui avait mis ça en place. Et puis, donc on a fait la thérapie. C'est vrai qu'il a été assez difficile pendant les 10 jours, parce qu'il a eu beaucoup d'effets secondaires. Et moi, je me suis questionnée par rapport à ce que je mettais en place. Et le praticien m'a rassurée, il m'a dit vaut mieux un enfant qui réagisse comme il est en train de réagir. Et 3 semaines après l'AIT, donc j'avais un enfant qui disait des mots, des bouts de mots, parce que des fois il ne disait pas le mot en entier. Il m'a sorti une phrase à 3 mots et bien dit. Donc aujourd'hui, comme c'est un grand dyspraxique et dyslexique encore, il a mis du temps à rentrer dans la lecture. Donc il lit encore
faut qu'ils décortiquent énormément. Le travail avec l'orthophoniste, l'ergo est encore assez important aujourd'hui. Mais c'est un enfant voilà, qui se débrouille, qui est verbal aujourd'hui et qui a pu développer vraiment sa verbalité après l'AIT. Et ce qui a été énorme chez lui, c'est qu'on est passé de 12 secondes d'attention, on est passé à presque un quart d'heure. Et à l'époque, à l'école maternelle, son enseignante ne l'a pas du tout reconnu parce qu'elle m'a dit « Vous avez fait quoi pendant les vacances ?» J'ai dit « L'AIT ». Voilà, en plus de toutes ces stimulations, il y a eu ça. Donc, augmentation de l'attention, augmentation de la concentration, et du coup, tout son programme plurisensoriel, on a fait comme ça avec l'AIT. Et les troubles comportementaux, l'hyperactivité est descendue en flèche. Bon, après, ça n'a pas tout réglé, mais on a pu redémarrer son programme vraiment à un autre niveau. Et ensuite, bon, moi j'avais des approches biologiques à l'époque, le sang gluten, le sang caséine, qui ont fini de faire partir son hyperactivité. Sophie le connaît bien maintenant, elle peut vous dire comment est mon fils. Il n'a plus de trouble du comportement, il a des fois un peu du mal à gérer la contrariété, mais il arrive à la gérer et à comprendre le sens en plus. Ça va très bien aussi. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire. Vous l'avez fait en une seule fois ou du coup, enfin, en plusieurs années, vous avez recommencé? Non, j'ai fait qu'une séance d'AIT et aujourd'hui qu'un cycle. Oui, voilà. Pas une séance, un cycle d'AIT, donc 10 jours. Et aujourd'hui, vous voyez, il est donc dans l'adolescence puisqu'il a 15 ans. Donc c'est vrai que c'est ce que m'avait expliqué l'équipe belge, parce que je les revois encore une fois par an, tous les 2 ans. Et ils m'ont expliqué que c'est vrai qu'avec toute la sphère de l'adolescence, les pics hormonaux que ça entraîne, c'est vrai qu'il y a des petites choses qui se modifient. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, je vais refaire l'AIT sur mon enfant. Maintenant, j'attends un petit peu, mais là, il commence à rentrer vraiment dans l'adolescence. Et je recommence, on va dire, il n'y a pas des gros troubles comportementaux qui apparaissent, mais il y a des petites choses et on sent qu'il y a une sensibilité qui s'installe, comme tout adolescent. Enfin, un adolescent lambda, je pense que vous en connaissez tous, c'est loin d'être évident parfois de gérer la crise d'adolescence. Et là, on y est. C'est charmant. D'où la question, est-ce que c'est les cycles d'AIT sont plafonnés à 2? Est-ce que vous parlez toujours d'un cycle qui arrive beaucoup? Oui. Et là, deuxième cycle au bout de 6 mois minimum. Voilà, 6 mois minimum, et là, pour vous, au bout de 10 ans, oui. pour votre fils, est-ce que c'est un maximum 2 cycles ou Non, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle pour les cycles AIT. On va en avant jusqu'à... Par exemple, on fait comme sur un escalier, on fait 10 marches, ok, on attend 6 mois, il y a peut-être une petite régression, alors on en propose un autre, ou alors on a fait que 5 marches, on sait que c'est pas assez, on en refait un. Et puis on peut... Moi, il y a des enfants que j'ai traités 4 fois, je dis c'est le maximum, 3-4 ans, quoi. Voilà. On ne fait pas toute la vie non plus. On peut faire un cycle, 2 cycles, 3 cycles, ou alors on peut faire un cycle, 2 cycles, ça va, et puis peut-être 3-4 ans après, on en refait un. Voilà. Mais non, il y a un terme. Oui, vous parliez de casque tout à l'heure. Oui. Et comme on a une grande famille, en fait, on a investi dans les casques. Et donc les enfants sont des adeptes de casques. Les 2 enfants aussi, parce que j'en ai 4. Et ils adorent ça. Je sais pas, ça leur procure des choses, enfin, voilà comment j'ai ressenti les choses. Et du plaisir et un bien-être. Déjà, j'ai senti ça en eux. Ils écoutent la musique? Oui, aussi. Oui, parce que la musique apporte un bien-être, ça c'est évident pour tout le monde. Mais le casque, c'est pas très bien. On n'a pas une oreille faite pour écouter de la musique à 1 centimètre du tympan. Ça, c'est une invention d'être humain. Et c'est pas extraordinaire le casque. Ça peut écouter la télévision avec le casque. Ouais, bah moi, la télévision, surtout, il n'y a pas besoin. On a une oreille faite avec un pavillon, là, vraiment pour écouter. On peut écouter de la musique assez fort, mais pas avec le casque. Il faut se sortir de cette habitude. Si, ça peut bloquer l'audition, vraiment. Non, mais je veux dire, c'est des fréquences... Ah mais ça fait rien. Je sais pas à quel volume ils le mettent. Ah non, c'est nous qui gérons ça. C'est pas fort, parce que souvent, on a tendance de plus en plus, et puis on se bloque l'audition. Par exemple, on sait que tous ces ados qui mettent des casques... par exemple, en Angleterre, ils ont évalué... En France, il n'y a plus de service militaire, donc on n'a plus les jeunes qui passent automatiquement. En Angleterre, ils ont évalué l'audition des jeunes hommes, c'est terrible, quoi. Il y a une perte auditive chez les jeunes qui est incroyable.
Et les casques, c'est pas bon, vraiment, pour l'audition, ça bloque l'audition. Ils n'ont pas de carte auditive parce qu'ils ont repassé leur audiogramme et tout était normal. Oui, mais quel âge ils ont 8 ans et demi, c'est quand même. Comment 8 ans et demi. Oui, ils sont encore petits, hein, attention, mais moi je. Non, mais pas d'appui. Voilà. Bon, écoutez, je vous le dis, voilà, le message c'est si vous pouvez éviter les casques, c'est mieux. Par exemple, Sony avait mis au point un casque bloqué à 30 décibels, je crois, et c'est pas vendu. Parce qu'ils avaient eu vent de ces problèmes, ils ont dit bon, on va essayer de mettre moins de possibilités de décibels, et c'est pas vendu. Maintenant, on voit bien ces jeunes, ils sont dans les autobus, on les entend, on entend leur musique, on est dans l'arrière, on entend tout, c'est incroyable quoi. Et c'est très mauvais. Et le problème c'est ce qu'ils augmentent, ils ont simplement besoin de plus. Parce que si vous voulez, vous rappelez ce graphique que je vous ai passé avec l'intérieur de l'oreille, une petite mini articulation, 3 petits osselets, 2 petits muscles. Bon, ils sont là pour vibrer mécaniquement, pour faire passer le son jusqu'à la cochlée qui va transformer en nerveux, jusqu'au nerf auditif qui va porter tout ça au cerveau. Mais ils sont là aussi, cette articulation elle est là aussi pour protéger la cochlée, c'est-à-dire que quand il y a trop de son, le volume est trop fort, elle se bloque, d'accord, pour empêcher. C'est-à-dire que vous, avec une audition normale, si tout à coup il y a un avion à réaction qui passe à côté, votre audition, vous allez souffrir pendant un moment, mais après moins souffrir, parce que votre audition va se bloquer, d'accord? La mini-articulation, elle va se bloquer pour protéger votre nerf. Bon, et bien quand les enfants entendent avec un casque tout le temps, et bien elle se bloque, ce petit système articulé là se bloque, et puis on a des pertes auditives. Donc c'est comme ça que les ouvriers deviennent sourds, jeunes, parce qu'ils ne mettent pas leur casque de protection, et puis le son après son, voilà. Donc c'est fragile l'audition. On n'a pas de paupières comme devant les yeux, on ne se protège pas, il faut mettre les doigts là, c'est pas facile, donc il faut faire attention. Moi c'est le message que je peux vous donner. Mais si l'enfant, ce qu'elle veut dire, c'est que l'enfant, il aime bien. C'était pas. Il prend du plaisir. C'est pas. Moi, ma question, c'était vous démontrer que les enfants prennent du plaisir. Avec le casque. Ouais, voilà. Oui, j'imagine, parce Voilà, qu'ils sont enfermés dans leur aspect pilule. négatif, Ils sont enfermés dans leur pilule. Ils sont enfermés là-dedans, ils sont enfermés dans le son. Ça peut être très agréable, mais attention au volume. C'est ça que je veux signaler, c'est pour ça que je vous parle aussi de tous ces problèmes. Mais c'était pour vous montrer aussi par rapport à ce que vous faites vous, que le casque est pour dire aux gens que le casque. D'accord, oui, j'ai compris. Voilà, c'était d'accord. En règle générale, les séances se passent bien parce que l'enfant aime ce qu'il écoute. Alors sachez une chose, il entend la musique qu'il va reconnaître, qu'il peut reconnaître, mais il y a des petits, les sons sont modulés. Donc il y a parfois on entend des petits zing 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 comme ça dans les oreilles parce que le son est modifié. C'est vrai qu'en règle générale, l'enfant, ça se passe très bien, parce qu'effectivement, il prend du plaisir à avoir le casque sur les oreilles. Et même s'il ne supporte rien sur la tête. Donc on arrive toujours, Sophie, à peu de cas où les enfants, elle n'a pas pu continuer d'allaiter parce qu'ils ne supportaient pas le casque. S'ils sont préparés, s'ils ont vraiment des douleurs, il faut les préparer comme ça, il n'y a pas de problème. Quel est le coût de l'intervention? Quel est le coût? Le coût de l'intervention revient à 42,50 € la séance. Donc vous avez en tout 20 séances, qui fait un total de 850 €. Et donc, Sophie et moi mettons à l'aise les familles, c'est-à-dire qu'on fait en plusieurs fois, donc jusqu'à 5 mois pour pouvoir. Oui, au moment où les personnes le souhaitent. Voilà. Après, c'est vous qui choisissez. Et sachez une chose, moi en tant que mère d'enfant autiste, j'ai fait de la BA, j'ai vraiment une grande idée du coût mensuel d'une prise en charge. Donc on n'est pas là pour entre guillemets, allumer les parents, c'est-à-dire que l'AIT, je le pratique aujourd'hui, je l'ai fait sur mon enfant à ses 4 ans. Aujourd'hui, j'ai moins d'années d'expérience de Sophie, je travaille depuis 2008. Et avec tous les enfants aujourd'hui et les adultes que j'ai pris en charge, si vous voulez, je suis capable de vous dire aujourd'hui, au même titre que Sophie, avec toutes ces années d'expérience, que l'AIT fonctionne. Alors, elle fonctionne plus ou moins bien chez certains enfants. Il y a des résultats qui sont des fois énormes, chez d'autres ça va être moins, ça va être juste un petit domaine qui va être touché, mais qui va permettre des changements dans d'autres domaines, parce qu'après ça
ça fait toile d'araignée en fait. Hein. Mais sachez une chose, c'est que voilà, on est aussi affilié sur des tarifs européens. Et que donc, ce tarif-là a été fixé comme ça. Voilà. Ça fonctionne et c'est pas accessible à tous les gens. Non, je suis d'accord, c'est pour ça que moi en tant que praticienne, je suis passée par là. On a payé comme ça en plusieurs fois et j'ai des parents qui payent en 5 fois. Donc ça vous fait 170 € par an. Sachant que l'AIT, c'est sûr, vous le faites une fois, plusieurs fois dans votre vie, mais bon, c'est pas une thérapie qui revient non plus tous les ans. Donc, oui, voilà. Son fils, une fois. Moi, je l'ai fait qu'une seule fois à l'âge de 4 ans. Là, je vais le faire. On a la chance, je suis thérapeute, donc ça va rien me coûter. Mais autrement, je l'aurais refait aisément là maintenant si j'avais pas choisi d'être praticienne aujourd'hui. Et je connais trop aujourd'hui, au même titre que Sophie, l'importance d'entendre d'une façon harmonieuse. Ça change énormément de choses. Et en tant qu'adulte, quand j'ai voulu tester ce que ça pouvait faire, comme Sophie, quand elle s'est formée, on a eu droit toutes les deux à une thérapie AIT. Et je peux vous promettre qu'on fait ça quand on fait la thérapie AIT. Au niveau de la concentration, de la dispersion que je pouvais avoir, il y a énormément de choses qui ont changé. Il y a vraiment quelque chose qui bouge en nous. Donc il se passe toujours quelque chose pendant la thérapie AIT. Ouais, beaucoup plus énergique. Et puis c'est pas forcément tout de suite. Enfin moi personnellement, c'est plusieurs mois. C'est assez. Et vous avez toujours sport qui se. Voilà. Vous avez 3 mois d'intégration pendant la thérapie, après la thérapie. Donc vous pouvez avoir vraiment des changements chez l'enfant dans les 3 mois qui suivent la thérapie. En général, c'est 1 mois et demi, mais on attend 3 mois. Hein. Les gens disent bien, on attend 3 mois. Parce Et on que fait chacun est différent, les cerveaux réagissent différemment. C'est évident qu'il se passe quelque chose au niveau de la chimie cérébrale, sinon ça ne marcherait pas. Par exemple, pour l'autisme, l'explication c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans la chimie cérébrale. Hein. Il y a des changements au niveau de la chimie cérébrale pour faire que l'enfant souffre moins, qu'il y ait tous ces changements-là. Et donc, le cerveau n'est pas si rapide, c'est pas en un jour que bouf, quelque chose se passe, il faut attendre un petit peu. Mais de temps en temps, on voit des. Moi, j'ai eu des cas où, durant la thérapie, déjà, je me souviens d'un petit garçon qui avait un bruit blanc, hein, comme je vous ai dit, donc un bruit dans sa tête. Et il a dit à sa mère au bout de 3 jours, maman, le bruit est mort. Et donc, c'était fantastique. Et puis, c'est un enfant qui était donc hyperauditif avec un bruit blanc. Et c'est un enfant qui ne supportait pas le bruit des mouches et des moucherons. Vous pouvez vous imaginer le bruit d'une mouche, enfin je veux dire, la mouche elle nous embête, mais pas forcément par son bruit. Oui, s'il y en a plusieurs, mais... Et le moucheron, il vomissait tellement il souffrait de ce petit bruit. Parce que la douleur fait vomir aussi. Hein. Il y a des enfants qui vomissent aussi pour des questions de douleur, enfin on sait, pas seulement des enfants. Donc lui, il n'arrive à vomir. Eh bien, c'était fini en cours de thérapie. Sa mère m'a dit, c'est incroyable, il claque les moucherons dans les mains, il s'en fiche